Bienvenue. Dans n'importe quel système juridique, on trouve des milliers, voire des millions de règles qui coexistent. Alors, comment être sûr qu'une nouvelle loi, votée aujourd'hui, ne vient pas complètement contredire les principes les plus fondamentaux d'une nation? Eh bien, c'est ce mystère de l'ordre juridique, la fameuse hiérarchie des normes, qu'on va décortiquer ensemble. La question, elle a l'air simple comme ça, mais sa réponse, c'est vraiment le pilier de ce qu'on appelle l'état de droit. Comment un pays fait-il pour garder une cohérence juridique alors qu'il y a un flot constant de nouvelles règles? La réponse, elle tient en un mot, une structure. Et la solution la plus élégante, on la doit à un juriste autrichien, Hans Kelsen. Lui, il a imaginé le droit comme une grande pyramide. Tout en haut, il y a la norme suprême, et puis en dessous, on a des couches et des couches de règles qui doivent toutes, sans exception, se conformer à l'étage juste au-dessus. C'est simple, c'est visuel, et c'est une idée incroyablement puissante pour garantir que le droit reste cohérent. Alors, la théorie, c'est bien beau, mais voyons comment ça marche en pratique. On va construire cette pyramide en prenant comme modèle le système juridique français. C'est un exemple parfait de cette architecture à la fois complexe et logique. Tout en haut de notre pyramide, indétrônable, on trouve la Constitution. C'est le texte fondamental, celui qui fixe les règles du jeu. C'est la Constitution qui organise les pouvoirs publics, l'exécutif, le législatif, le judiciaire et qui définit leurs relations. Absolument aucune autre norme ne peut la contredire. C'est le boss final. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce sommet, je n'ai pas juste un seul texte. Non, c'est ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Dedans, bien sûr, il y a la Constitution de 1958, mais on y trouve aussi des textes historiques majeurs comme la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et même des principes plus récents comme la Charte de l'environnement de 2004. C'est un ensemble vivant de valeurs qui sont considérées comme suprêmes. Juste en dessous de ce bloc, on trouve la loi. C'est le texte voté par le Parlement, celui qui est censé incarner la volonté générale. Mais attention, depuis 1958, le Parlement n'est plus tout puissant. Son pouvoir est maintenant encadré par la Constitution qui lui dit précisément « voilà les sujets sur lesquels tu as le droit de légiférer et pas les autres ». D'ailleurs, cet étage de la loi est un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a plusieurs types de textes qui ont valeur de loi. On a les lois organiques qui viennent préciser la Constitution et qui sont automatiquement contrôlées. On a les lois référendaires qui, elles, viennent directement du peuple. Et puis il y a les ordonnances qui permettent au gouvernement d'agir à la place du Parlement, mais seulement avec son autorisation. Et enfin, on arrive à la base, la fondation large et solide de notre pyramide, les règlements. Ce sont tous les décrets, les arrêtés pris par le pouvoir exécutif. Et le truc à comprendre, c'est que depuis la Constitution de 1958, c'est devenu la règle par défaut. L'article 37 est très clair, tout ce qui n'est pas du domaine de la loi, eh bien ça relève du règlement. C'est un changement énorme qui montre bien le poids de l'exécutif dans le système français. Voilà, notre pyramide est construite. Elle est belle, elle est logique. Mais une structure, ça ne sert à rien si personne ne veille à ce qu'elle soit respectée. Alors la question c'est, qui sont les gardiens qui s'assurent que chaque étage reste bien sagement à sa place? Pour vérifier que les lois respectent bien la Constitution, il existe deux grands mécanismes. Le premier, on peut dire qu'il est préventif. C'est le contrôle par voie d'action. Avant qu'une loi ne soit appliquée, des responsables politiques peuvent demander au Conseil constitutionnel de la vérifier. Si elle n'est pas conforme, hop, à la poubelle. Le second mécanisme est curatif, c'est le contrôle par voie d'exception. Et celui-là est très important pour tout le monde. Ce mécanisme, c'est la fameuse QPC, la question prioritaire de constitutionnalité. Ça permet à n'importe qui, au cours d'un procès, de dire « Attendez, la loi qu'on veut m'appliquer, je pense qu'elle est contraire à la Constitution ». Le chemin est bien sûr balisé, le juge vérifie si la question est sérieuse, puis elle remonte jusqu'au Conseil constitutionnel. C'est un outil super puissant pour nettoyer le système juridique des vieilles lois qui ne respectent plus nos droits fondamentaux. Et bien sûr, ce principe de contrôle se propage à tous les étages. Les tribunaux, qu'ils soient administratifs ou judiciaires, passent leur temps à vérifier que les règlements, la base de la pyramide, sont bien conformes aux lois, l'étage juste dessus. Si un règlement est illégal, un juge peut l'annuler ou simplement décider de ne pas l'appliquer. La cohérence est vraiment assurée de haut en bas. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. On est au XXIe siècle, et aucun système juridique n'est une île déserte. Une autre pyramide, celle du droit international et européen, vient se superposer à notre pyramide nationale. Et c'est là que les choses se compliquent, mais deviennent aussi absolument fascinantes. Premier affrontement, la Constitution française contre un traité international. Qui gagne? Eh bien la règle, inscrite noir sur blanc dans l'article 54 de la Constitution, est sans appel. Si un traité est contraire à la Constitution, la France a un choix. Soit elle ne signe pas le traité, soit elle modifie sa propre Constitution pour le rendre compatible. Dans l'ordre juridique français donc, la Constitution reste la reine.
Mais regardez bien ce deuxième round. Cette fois, c'est un traité contre une simple loi. Et là, la situation s'inverse complètement. L'article 55 de la Constitution est tout aussi clair. Les traités ont une autorité supérieure à celle des lois. Ça veut dire qu'un traité international vient se glisser juste entre la Constitution et la loi. Et un juge français doit toujours faire passer le traité en premier, même si la loi a été votée après. Et dans ce grand monde du droit international, il y a un cas vraiment à part, c'est le droit de l'Union européenne. Ce n'est pas juste un droit international classique, non, c'est un ordre juridique à part entière qui s'intègre directement dans le système des États membres et avec une force toute particulière. Pour faire simple, le droit de l'Union européenne a deux grandes sources. D'un côté, le droit primaire, ce sont les traités fondateurs, en quelque sorte le squelette de l'Union, qui ont été négociés et ratifiés par tous les États. De l'autre, le droit dérivé, c'est tout le reste, tous les actes que les institutions européennes produisent pour faire fonctionner l'Union au quotidien. Et ce droit dérivé, il a plusieurs outils dans sa boîte. Le plus puissant, c'est le règlement européen, il est obligatoire et s'applique directement partout, un peu comme une loi nationale qui tomberait du ciel. La directive, elle, est plus souple. Elle fixe un but à atteindre, mais laisse les États choisir comment y arriver. Et enfin, la décision, elle est très ciblée. Elle ne s'applique qu'à ceux qu'elle désigne. Mais la véritable superpuissance du droit de l'Union, elle repose sur deux principes fondamentaux. Et le plus fou, c'est qu'ils n'ont pas été écrits dans les traités, mais créés par les juges de la Cour de justice de l'Union européenne. Ces deux principes, ce sont la primauté et l'effet direct. Et ils ont absolument tout changé. Tout part de cet arrêt de 1963, Van Gen dans l'Ouse. La Cour y dit quelque chose de révolutionnaire. Le droit européen, ce n'est pas juste un accord entre États. Non, ça crée un nouvel ordre juridique dont les sujets sont aussi les citoyens. Et ça veut dire que ce droit crée directement des droits pour les particuliers. Des droits qu'ils peuvent aller réclamer devant leurs propres juges nationaux. C'est ça le principe de l'effet direct. Et la primauté alors? Ça veut dire qu'en cas de conflit, le droit de l'Union gagne toujours sur n'importe quelle norme nationale, même une loi plus récente. Les juges français, au début, ils ont un peu résisté. Mais des arrêts très importants, comme Jacques Vabre ou Nicolo, ont fini par plier le genou. Aujourd'hui, le juge national est devenu le premier gardien du droit européen. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Que la belle pyramide de Kelsen, toute simple, a bien évolué. Aujourd'hui, la structure nationale, avec ses propres gardiens, est en fait coiffée par un autre ordre juridique, international et européen. Et ce sont les juges nationaux eux-mêmes qui doivent jongler en permanence avec ces deux systèmes. Le chiffre à retenir à la fin, c'est donc deux. Deux ordres juridiques, deux pyramides qui s'emboîtent, qui interagissent et qui parfois s'affrontent. C'est ça la réalité du droit dans le monde d'aujourd'hui. Et tout cela nous laisse avec une question fondamentale pour notre avenir. Alors que les défis sont de plus en plus mondiaux, le climat, l'économie, qui devrait avoir le dernier mot? La norme suprême qui fonde la souveraineté d'un peuple ou les normes qu'on a créées ensemble pour la coopération entre les peuples? La réponse, elle n'est pas simple du tout, et c'est elle qui continue de façonner notre monde. Merci de nous avoir suivis.